2016, j'intègre le staff de l'équipe de France féminine. Donc je participe à 5 championnats d'Europe, 2 championnats du monde et 2 jeux, ceux de Londres et ceux de Rio. Accessoirement, j'ai entraîné sur Dijon pendant 2 ans. Je les ai coachés une année en B. Et l'année dernière, je coachais l'équipe de Guiron en 1C. Et, voilà. Et on repart l'année prochaine ensemble. Anto ? Donc, l'Adrien Anthony, j'ai 33 ans. Du coup, je pratique le basket en fauteuil depuis l'âge de 13 ans. Donc, c'est ma 20e année. J'ai passé une grande partie de mon histoire à jouer en National 2, puis après en National C avec Feur, en National B, et maintenant je joue en National C à Guy-Rengrange. Donc le club que j'ai créé il y a maintenant une dizaine d'années et qui fait du handi depuis 7 saisons. 7 le chiffre. Je suis également référent régional handi basket, donc en charge du développement du basket fauteuil sur Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant 3 ans, et je suis à la tête de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes Espoir depuis, ça doit faire 7 ans. Voilà. Avec, sur les 4-5 dernières années, on a eu une très belle génération, ce qui nous a permis d'aller chercher un titre de champion de France, et une fois vice-champion de France, et une fois 3e ou 2 fois 3e, quelque chose comme ça. Voilà. Et Maxence ? Oui, alors Maxence Cholet, j'ai 40 ans. Pour ma part, je suis professeur de PS donc au collège de Jastres à Aubenas. Je m'occupe de la section sportive basket. Je l'ai créée et je l'accompagne. On a eu le label cette année, réellement. Voilà, j'entraîne actuellement, je co-entraîne actuellement les U15 Filles League de l'US Aubenas Basket. Et j'ai eu une expérience d'entraîneur sur la région lyonnaise, beaucoup, du côté de l'AL Vénissieux Paris, de la SO Miroise aussi, divers clubs satellites. Et puis mon boulot m'a emmené en région parisienne pendant 10 ans, où j'ai côtoyé un petit peu des collègues qui travaillaient maintenant, qui sont à l'INSEP, et qui travaillaient là-haut. Mais j'ai fait moi une pause rugby à 7 là-haut, où je me suis concentré pas mal sur le rugby à 7. Et quand je suis redescendu sur Aubenas, je me suis remis à entraîner, riche de ces expériences diverses, et notamment du rugby à 7, et je me suis remis à entraîner depuis 6 ans maintenant au club de l'US Aubenas Basket. Voilà. Excellent. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on passe le petit teaser, Kevin, et puis après, on se retrouve pour poser les questions. Alors, j'interviens juste maintenant et en direct. Flo, j'ai une surprise pour toi et t'as intérêt à regarder le direct. Tu as dit quoi ? Ok, donc vas-y, pose le teaser.
de se passer. Alors nous revoilà après ce nouveau teaser. Voilà, donc c'était une surprise que Kevin nous a fait, c'est qu'il il avait mis le nouveau teaser. Malheureusement, on a vu qu'au début, les trois premières personnes qui se sont présentées n'ont pas été entendues. Alors on va se représenter rapidement et puis on va enchaîner sur les questions. Donc Florent Serafini, 26 ans, gérant de SF Connexion Sport et entraîneur de jeunes notamment. Daniel? Donc Daniel Paquet, 55 ans, je suis entraîneur des Hornets du Canet en National A, basket fauteuil, et je suis aussi entraîneur général à l'Olympique d'Antibes basket en valide. J'ai entraîné un peu à tous les niveaux, du centre de formation, donc équipe espoir à l'Olympique d'Antibes avec Serge Provillard et Jacques Monclar à l'époque, pendant 10 ans. Puis à Golfe-Juan en National 2, National 1 et le Canet Rocheville en valide aussi, en National 3 et en National 2 et donc responsable d'une section sportive basket de 85 à 2011 où de nombreux joueurs français à ses côtés sont passés. Voilà. Anne? Bonsoir, je suis Anne Félix, j'ai 46 ans. Je suis arrivée dans le milieu du handi-basket en 2004. J'ai passé la formation d'arbitre handi. J'étais arbitre valide et je jouais au basket depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai pas voulu arbitrer un sport que je ne pratiquais pas. Donc pendant 5 mois, je me suis assise dans mon fauteuil et je me suis entraînée avec l'équipe loisirs et l'équipe compétition de l'Entente Feur Saint-Étienne pendant à peu près 5 mois. Et j'ai sifflé mon premier match en janvier 2005. De là, j'ai rencontré l'équipe de France féminine sur un stage. Donc, comme je suis chargée de communication, je leur faisais quelques flyers, des choses comme ça. Et puis après, je suis rentrée dans le staff en 2006. De 2006 à 2016, j'ai pu participer à 5 championnats d'Europe, 2 championnats du monde et 2 jeux, les Jeux de Londres et les Jeux de Rio. L'année 2007, de 2016 à 2018, j'entraînais la JDA, basket fauteuil, et j'ai pu les coacher de 2017 à 2018. Et cette année, j'ai coaché l'équipe des Phoenix qui évolue en National C. Voilà. Excellent. Avant de poser la première question, Daniel et Anne, vous avez le bonjour de Jérôme Clichy. Oui. Donc, voilà. Oui, Jérôme. Bonjour Jérôme, un passionné. Oui. Ah, ça, c'est Et, cool, et moi, ça. j'en profitais parce que j'ai vu qu'il y a un de mes jeunes qui joue maintenant à Bordeaux qui est en train de regarder. Donc Lucas, je te fais un petit coucou. Mais tu fais bien. Bonjour Lucas, du coup. Alors, première question. Comment avez-vous découvert le basket fauteuil? On va laisser Anne commencer. Ah. Alors moi, c'est vrai que j'ai un petit parcours un petit peu atypique. J'ai pas de personne en vie dans ma famille ou autre parce que c'est souvent un petit peu le premier tremplin. Moi, j'ai connu le basket fauteuil en 1990 à Saint-Étienne. Il y a eu les championnats du monde féminin et en fait, j'étais ado et je me suis mise bénévole. Et j'ai eu la chance d'être bénévole de l'équipe américaine. Donc pendant 10 jours, j'ai suivi l'équipe américaine du matin jusqu'au soir. Donc je vivais un peu avec cette équipe, donc à porter les sacs, à faire plein de choses pour qu'elle soit bien sur la terre stéphanoise. Et puis quand j'ai vu pratiquer ce sport que je connaissais pas, tout de suite je me suis dit tiens, j'aimerais bien être arbitre handi. Donc voilà, donc j'ai attendu d'avoir mes 17 ans pour être arbitre valide. Et puis c'est vrai que j'ai un peu laissé traîner. Et puis quand j'ai eu la possibilité de passer arbitre handi, je suis passée arbitre handi. Ok, Voilà. nickel. Anthony? Alors moi, j'ai commencé le handi le basket en fauteuil à l'âge de 13 ans, mais je connaissais le handisport depuis. En fait, j'ai toujours connu le handisport puisque j'ai un de mes cousins qui est MC. Donc maintenant on dit paralysie cérébrale, donc du coup j'ai toujours vécu dans le milieu du handi et en fait quand mon oncle a créé sa section en 99, l'année suivante il avait plus beaucoup de joueurs et du coup c'est à cette période-là où les valides auront été acceptés en France et du coup à 13 ans je me suis retrouvé assis dans un fauteuil. Comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit et du coup j'en suis jamais ressorti pour l'instant. D'accord. Daniel?
Ben, ma première expérience, c'est... Donc je suis allé filmer, à l'époque je m'occupais de la vidéo avec l'Olympique d'Antibes Basket et bon, il n'y avait pas les moyens modernes au niveau des films d'arriver à voir les matchs des adversaires. Donc j'étais allé à Lasvel filmer un Lasvel Sceaux. Et en levée de rideau, il y avait un match de basket fauteuil. C'était l'équipe de Lyon contre hier. Et c'est vrai que j'avais filmé une partie de ce match-là parce que j'avais été impressionné par le niveau de jeu et la qualité. Et en rentrant, en discutant avec Jacques Monclar et Serge Pourillard, je leur avais dit que j'avais vu un lever de rideau et c'était bluffant, quoi. Après, eux connaissaient. Moi, je connaissais pas du tout et c'est vrai que j'en ai gardé un souvenir extra. Et le fait d'entraîner en valide derrière au Canet Rocheville, on avait des très bons rapports avec les Hornets. Et mes joueurs arrivaient régulièrement en avance à l'entraînement. Ceux des Hornets terminaient leur entraînement et puis on s'est côtoyés. Mes joueurs shootaient avec eux et c'est vrai qu'un gars comme Nabil Guedoun que tu connais bien est quelqu'un d'extraordinaire sur un fauteuil, notamment à 3 points. Et voilà, c'était l'histoire de se tirer la bourre. Et puis j'étais intéressé par ce sport. Je suis allé voir des matchs. Je suis allé voir jouer en championnat. Je suis allé voir jouer en Coupe de France. Et c'est vrai que j'ai été bluffé par le niveau. Voilà, ça c'était mes premières expériences avec le basket fauteuil. Ok, et toi Maxence? Bah écoute, moi, je dirais que la première expérience sur du handi, c'était pas forcément du basket, mais c'est quand même lié dans mon raisonnement. C'est-à-dire que j'ai fait STAPS, j'avais des potes qui étaient en APA, donc activité physique adaptée, et j'ai un copain un jour, au sortir d'un gymnase, il y a un athlète qui débarque, et c'était à l'époque l'athlète pongiste qui faisait les JO français à Lyon. Et donc c'était un gars hyper connu et je suis resté le voir s'entraîner. Et puis quand j'ai pris la section sportive en main à Aubenas, la section sportive basket, je me suis dit mais il faut que mes élèves ils aient un parcours complet et qu'ils découvrent cette pratique-là. On a abordé la préparation physique, on a abordé un petit peu la préparation mentale, les métiers du sport, etc. Et dans le cursus, je voulais absolument qu'ils découvrent cette pratique-là parce que on peut avoir comme vous l'envie d'aller entraîner en étant valide ou avoir un accident dans la vie ou des choses comme ça. Et du coup, pour moi, c'était fondamental qu'ils découvrent cette pratique parce que une des missions d'une section sportive, c'est pas de créer des champions, c'est aussi leur ouvrir l'esprit sur la culture basket en général. Donc voilà comment moi j'ai été amené à prendre contact avec le comité handi Ardéchois et qui est venu faire une intervention cette année auprès de mes élèves. Voilà. Génial. Alors, on a un bonjour, Anto, tu as un bonjour de Lucas Roy, donc du coup, il te le rend. Florian Orange qui dit salut Tony, Daniel et Anne. Tic-tac. Thierry Ferradou qui Le Suisse, maintenant, on l'appelle. Oui, c'est vrai. D'accord. Je sais pas si on leur a fait un Thierry cadeau quand Ferradou même. qui dit coucou. Thierry Ferradou, d'accord. Il dit coucou Anne, grand respect pour ton boulot avec les filles. Et Daniel, tu as une question qui t'est adressée à toi de Hervé, qui te dit quelles sont les qualités les plus compliquées à développer chez les pratiquants du basket fauteuil. Ils ont toutes les qualités nécessaires. Après, la qualité première d'un joueur de basket fauteuil, c'est le maniement de son fauteuil. On est tous d'accord là-dessus. On est tous montés sur le fauteuil. On se rend compte de la difficulté, tout en étant valide, à se servir d'un fauteuil, à le manœuvrer, à accélérer, à freiner. Déjà s'en servir, ça c'est déjà important, et surtout avec le ballon. Parce que voilà, nous, pour les valides, on est sur nos jambes, on réfléchit même pas. On court et on marche pour certains depuis qu'on est très jeune, entre 12 et 16 mois, et c'est quelque chose d'hyper naturel. Donc on n'a qu'à gérer le ballon. Et là, on se rend compte que voilà, la conduite du fauteuil se fait avec les mains, mais il faut aussi gérer le ballon. Et ça, pour moi, j'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mes joueurs sont des experts, je le répète tout le temps, et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir pratiquer ce sport, de monter sur un fauteuil, tout valide qu'on est, on se rend compte que c'est nous les handicapés, c'est clair. Anne, Anthony ou Maxence, quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Non, Daniel a bien résumé. C'est vrai que oui, on s'est tous mis en fauteuil pour se rendre compte de la sensation de glisse, de vitesse et surtout de contact. Parce qu'on a du mal à s'imaginer un simple petit choc sur l'arrière du fauteuil. C'est comme si on courait derrière quelqu'un et qu'on le poussait violemment. Alors qu'en fauteuil, un petit choc, on peut vraiment tomber.
Donc oui, c'est sûr que voilà. Sinon les qualités, c'est vrai que ça reste des qualités comme en valide, hein. On va très vite cerner les joueurs. Après, je pense que le handicap aussi, il est vraiment à prendre en compte. Et sur le fauteuil, c'est vrai que personnellement, je mets un gros point sur l'installation du joueur. Le fait si un joueur est très bien installé dans un fauteuil ou moins bien installé, son jeu peut aussi changer parce qu'il va perdre le contrôle de son fauteuil, d'où plus compliqué à gérer ballon-fauteuil. Donc une bonne installation fauteuil, pour moi, c'est vraiment important. Anthony? C'est moi sur la vision que j'ai par rapport aux jeunes notamment, c'est sûr la manipulation, comme a dit Daniel, c'est un élément essentiel. Tu sais bouger avec ton fauteuil, tu sais faire te déplacer avec ton ballon et le fauteuil, ça devient très compliqué, c'est essentiel. Après, tout ce qui est aspects fondamentaux, au fur et à mesure des années, c'est également par moment, souvent les jeunes rencontrent des difficultés au sein des clubs sur la formation et cet aspect des fondamentaux basiques du basket sont quand même par moments compliqués à développer chez certains jeunes. Mais après, ça, on le voit plus nous au niveau du plus petit championnat que ce que peut voir par exemple Daniel au niveau de la RAL, quoi. Et c'est vrai que les fondamentaux, par moment, moi, pour avoir vu en sélection, parfois c'est très très compliqué. Donc après, voilà, c'est le plus difficile. La base, c'est quand même, comme dit Daniel et Anne, la manipulation du fauteuil. Maxence, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, non, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, la petite expérience que j'ai, elle est clairement là-dessus. Là, je pensais réellement pas que la difficulté était aussi impressionnante, l'adaptation. En fait, au niveau, je pense qu'au niveau prise d'information, prise de décision, au niveau connexion neuronale, tout ça, il y a des choses qui se font, qui se créent à ce moment-là et qui sont assez troublantes, même pour un basketteur au départ. Et je pense que la manipulation du fauteuil est primordiale. Moi, je suis parti, j'ai dit, c'était Hassen qui était là pour nous faire une intervention, un ancien joueur de National 2. Je lui ai dit, attends, moi, il faut que j'aille prendre le fauteuil, il faut que j'aille dans mon coin, il faut que je le manipule avant que tu me mettes un ballon dans les mains. Donc ça, clairement. Moi, je me suis aperçu aussi que les élèves, mes jeunes, sont adaptés assez vite, malgré tout. Ils ont une capacité à s'adapter qui a été assez vite. La difficulté qu'ils ont eue, c'était cette coordination entre vitesse et précision dans le tir, notamment, des choses comme ça. Voilà. Et puis, je crois aussi, tu as raison, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais le matériel. J'ai l'impression que le matériel, là, clairement, est important. La spécialisation du matériel, je crois qu'il faut qu'il y ait un fauteuil, enfin, chaque fauteuil est unique presque. Je pense que c'est quasiment du sur-mesure et c'est fondamental à mon avis. C'est fondamental à mon avis en termes d'équilibre, en termes de vitesse, tout ça. On voit vraiment que c'est un sport où le matériel est encore plus important peut-être que le basket valide. Ça, c'est mon avis. D'accord. Eh ben, merci de ton avis en tout cas. Alors, la question suivante va être composée en deux parties. La première, c'est, on parlait de niveau de jeu tout à l'heure. Combien existe-t-il de niveaux de jeu en basket fauteuil? Est-ce qu'il est possible d'avoir une équipe mixte ou est-ce que c'est un championnat féminin et un championnat masculin? Anto? Pourquoi moi? Parce que je suis référent, c'est ça? Alors ça dépend. Je vais dire, c'est pas compliqué. On va partir du plus haut niveau, on va aller au plus bas niveau. Plus haut niveau, c'est à l'international. Donc tu as championnat, enfin Jeux paralympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, masculin, féminin. Ensuite, au niveau des coupes d'Europe, alors Daniel, tu me dis si je me trompe, mais alors tu as la Champions Cup. T'as la Willy Brickman, t'as la Vergoen et t'as la Challenge. C'est ça? Je ne me trompe pas? Là, ce sont à partir des niveaux club, c'est des équipes mixtes. Donc filles et garçons. De mémoire, en international, l'abattement pour les filles, parce que bien sûr, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'égalité, et seulement un point, si je dis pas de bêtises, chez les clubs de Coupe d'Europe. Ensuite, au niveau français, tu as 4 divisions. La nationale A, où il y a les Hornets du Canet, la nationale B, où tu as par exemple l'équipe de Feur qui est dans ma région, la nationale C, où mon équipe évolue, et la nationale 2, qui est divisée, alors la nationale C est divisée en 2 poules, et la nationale 2 est divisée en 5 poules, A, B, C, D, de mémoire. Je vais me faire gronder parce que peut-être que je dis des bêtises. Là, c'est pareil, les équipes sont mixtes. Voilà. Je crois que plus loin, tu abordes la question des classifications. Donc,
crois que c'est plus loin ou c'est à ce moment-là. Je sais plus. Tac. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui est points, etc. Donc les points, on part de l'international, c'est 14. Tu descends jusqu'en national 2, c'est 15 points et demi. Avec après l'intégration des joueurs valides jusqu'à la nationale A. Un joueur valide est 5 points. Les autres joueurs vont de 1 à 4 points et demi. Tu as des limitations sur le nombre de joueurs valides qui va être présent sur la feuille et sur le terrain. Tac. Et après, à l'international, plus de valides. Terminé. Et après, c'est minimum 4 points et demi, donc 14 points pour les équipes, qu'elles soient masculines ou féminines. Merci de cette analyse complète. Daniel, Anne, quelque chose de plus? Oui, alors par rapport à la première partie, ce sont les équipes nationales, d'accord? Donc ils font les Jeux Olympiques, les championnats du monde et les championnats d'Europe. Et après, toute la deuxième partie, ce sont les équipes de clubs. Voilà. Donc effectivement, dans les équipes de clubs, il y a la mixité, garçons et filles mélangés. Moi, le fait de jouer la Champions League, on s'aperçoit que toutes les grosses équipes européennes ont des filles dans l'équipe, une ou deux. Les Turcs, les Espagnols, les Anglais. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. La place des filles dans ces grosses équipes d'Euroleague. Alors, c'est sûr qu'en France, le nombre de licenciés féminins est extrêmement faible. On l'a vu il y a 15 jours, j'ai fait une émission, j'ai appris qu'il n'y avait que 75 filles licenciées dans tout le basket fauteuil. Alors, les raisons sont diverses. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait évoqué le fait que les filles sont beaucoup plus raisonnables dans la vie de tous les jours. Je sais que mon équipe est composée presque à moitié de gens accidentés de la route. Ce n'est pas toujours de leur faute, mais les filles ont beaucoup moins d'accidents de scooters ou de circulation de voitures. Et c'est vrai que j'étais très surpris quand même qu'il n'y ait que 75 filles licenciées en France. C'est incroyable. Voilà, maintenant... on a besoin de voilà la mixité est très intéressante, elle existe à l'école, elle existe dans le sport, elle peut exister dans le sport et c'est vrai que bon c'est une organisation aussi. Anne nous contredira pas, il faut des vestiaires différents, il faut un aménagement au niveau des hôtels quand on se déplace. Voilà, ce sont une organisation à avoir, mais c'est pas insurmontable. Et c'est vrai que j'ai eu 2 filles dans mon équipe, j'ai eu Grace Wambulwa et Florence Gaidoun. Doumeg, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des filles dans l'équipe, très intéressant et ça amène, on va pas se masquer, un abattement qui est de 1 point au niveau européen, 1 point et demi au championnat de France et ça permet de faire jouer plus de points au niveau des garçons. Mais une fille comme Grace a sa place dans l'équipe, on l'a vu cette année avec Bordeaux, elle a fait des très belles choses, notamment le match retour au Canet qui est notre dernier match disputé hélas. Elle a mis 12 points, elle est capable d'apporter un plus à son équipe. Voilà, donc moi il n'y a pas de différence, comme je dis, garçon-fille, tant que on est bon et qu'on est performant sur le terrain, on trouvera sa place dans une équipe de basket fauteuil. Anne? Alors moi, je mettrais juste une petite précision. Quand les filles jouent en championnat avec les garçons, elles sont en ballon taille 7. Et quand elles jouent en équipe de France sur toutes les compétitions, elles rebasculent en taille 6, vu que c'est du féminin. Voilà. Donc elles ont juste un petit entre guillemets jonglage de ballon à faire entre le championnat et l'équipe de France. De passer du ballon taille 7 au ballon taille 6. On s'est compliqué la chose. Voilà. Il y avait le ballon de taille 7, c'est très bien, des 5 pour les petits et des 3 pour les tout petits, ça suffisait. Rajouter ces taille 6, ça, je sais pas si ça amenait tellement, puisque regarde, une fille comme Grace ou comme Florence sont capables de scorer avec des taille 7. Je pense qu'on s'est créé un problème en voulant essayer d'améliorer en mettant des ballons un tout petit peu plus petits aux filles, mais enfin, moi je trouve pas que c'est un grand intérêt. Voilà. D'accord. Après, moi, je vais juste apporter une précision, c'est que également au niveau des équipes, ce que j'ai pas dit, c'est que existe également les championnats espoirs. Alors, il y a nous en France, on a une équipe espoir masculine et une équipe espoir féminine qui n'y avait pas du temps où Anne était présente en équipe de France. Et je pense que ce travail-là est important, comme disait Daniel, pour apporter de la mixité. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut avoir des filles qui puissent s'intégrer le plus haut niveau et renforcer notre équipe de France il faut qu'on passe par cette formation auprès déjà des plus jeunes, ce qui a été fait en équipe de France à l'heure actuelle, puisque il y en a beaucoup qui ont quand même évolué en espoir, et qui, j'espère, dans l'avenir, sera fait au niveau des filles. Voilà. Ok. Alors, on a plusieurs petits commentaires là. On a Jérôme qui nous dit qu'un fauteuil en titane, c'est entre 3 500 et 6 000 euros. Non. On rajoute. Non. Longtemps qu'il n'en a pas acheté.
À 3000 euros, c'est à 3005, c'est un fauteuil qui est pas en titane, qui est en alu, qui est polonais. D'accord. L'équipe hollandaise se fournit chez eux, mais si on veut, alors je vais pas forcément parler de marque, hein, mais je parle de marque parce que là, ce fauteuil-là, il est vraiment très très peu cher, mais si on prend des fauteuils avec des options, on s'approche plus des 8000 euros. Ok. Eh ben, tu vois, nickel, on a une super précision. J'espère que Jérôme. Sachant que le titane, normalement. On n'en fait plus, on est en on n'en fait alu. plus, hein. Ils appellent ça l'alu 7000 où il y a des petites 7005. Justement, C'est une on a technologie Denis cycliste. justement, on a Denis qui dit que le titane est dépassé, mais que les alus top niveau sont dans ces prix-là. Donc, du coup, on a la précision maintenant. Et après, il dit maintenant, les Coupes d'Europe s'appellent dans l'ordre Champions League, Euroleague 1, Euroleague 2, 2 Euroleague 3. et 3. Voilà. C'est vrai. Voilà pour la précision. Les arbitres internationaux, ils font toujours leur malin, je trouve. Alors, du coup, parlons d'arbitre international. Combien d'arbitres prennent part aux rencontres basket fauteuil? Anne, je te laisse répondre puisque tu étais plutôt arbitre. Plutôt. Alors, Avant de passer de l'autre côté. Alors, l'arbitrage en France, à tous les niveaux, c'est 2 arbitres. Il y a eu des essais pendant quelques années à faire de l'arbitrage à 3 sur la Nationale A. Et on est revenu sur l'arbitrage à 2. Après, je rentrerai pas dans le côté polémique, pourquoi ou... Ok. Oui, Daniel, Daniel. 3 sur les Coupes de Voilà, France, je crois. c'est comme tout, il y a des exceptions à la règle. Donc on est arbitré à 3 sur les demi-finales de Coupe de France, finale de Championnat de France et Trophée des champions. Voilà, là il y a 3 arbitres. Sinon effectivement c'est 2 le reste du temps en championnat. Voilà. Après, en coupe d'Europe, selon le niveau si c'est de l'Euroleague 3 ou de l'Euroleague 1, je crois qu'il y a les premiers tours qui sont à 2 arbitres et après, dès qu'on arrive dans le carré où la plus haute coupe d'Europe, c'est 3 arbitres. En international, championnat d'Europe, championnat du monde et jeux, c'est obligatoirement 3 arbitres. Ok. Alors on a une petite précision. Ah, vas-y Daniel. Oui, pareil. Donc en Euroleague, c'est 3 arbitres. En Euroleague 1 aussi et la 2 aussi. Bon, j'ai fait que ces 3 là, mais c'est 3 arbitres tout le temps. D'accord, merci de la précision. On a Denis qui nous dit les abattements des filles restent de 1,5 en Coupe d'Europe. C'est les abattements jeunes qui changent. C'est vrai, c'est les moins de 19 ans qui sont à moins 1 point. Une fille, c'est moins et demi. Après, je voulais pas trop intervenir, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir des féminines le moins 1,5. Quand vous avez une joueuse qui est classée, par exemple, 2 points, alors je vais enlever des points à la joueuse. Normalement, on rajoute des points à l'équipe, mais en fait, elle vaut 0,5. Il n'y a aucun garçon qui peut valoir 0,5. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, il y a des classifs chez les filles où je trouve que c'est moins parlant. Parce qu'une fille qui va être 3 points, elle vaut 1,5. Il y a des garçons en 1,5 qui en voient autant, voire peut-être même plus. Mais voilà, il y a des classifs chez les filles qui arrangent quand même pas mal le choix du coach et les options de coaching. Et c'est pour ça que les équipes en National A qui ont des valides ou même les équipes étrangères, pour avoir vu en Coupe d'Europe le Puy Munich. Munich a un très 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 bon valide qui tourne entre 20 et 30 points par match. Et ben la Coupe d'Europe, il n'a pas pu les faire. Il n'a pas pu la faire. Même si en Allemagne, un valide vaut 4,5. Mais dès qu'il passe la Coupe d'Europe, il reste valide. Il ne peut pas jouer. Alors, les règlements changent selon les pays. Les abattements des filles aussi changent selon les pays. Voilà. D'accord. On a une question pour toi, Anne, justement. Jérôme qui te pose une question. Tu penses que nous devrions mettre la taille 7 définitivement? Moi, le passage, comme disait Daniel, hein, le passage du 6 au 7, les filles avant shootaient à 3 points avec des ballons taille 7. Moi, Flo, elle est 1 point, elle shoot de très très loin. Ska, Agnès et Tavard de Lannion, alors c'est quand même 2 joueuses qui ont joué en équipe de France, aussi 1 point, est capable de shooter avec un taille 7 à 3 points. Pour moi, ils ont juste fait ça pour faire une petite différence entre les garçons et les filles.
c'était le seul sport. Voilà, le volley, c'est un peu plus bas. Le tennis, il y a pas de différence. Pourquoi ils ont fait une différence comme ça au basket? Enfin, baisser les paniers pour faire dunker les filles, je vois pas l'intérêt non plus. Enfin, pour moi, c'est rajouter des ballons supplémentaires. Et Ouais. voilà. Personnellement, si les filles étaient restées en taille 7, surtout nous, en plus, un sport mix comme ça, enfin, déjà en valide, je ne comprends pas trop, mais alors en dit, je le comprends moins. D'accord, je vois Daniel qui était plutôt enclin à ce que tu disais. Oui, voilà, moi je suis tout à fait d'accord. Ça a créé au niveau des clubs les rangements des cages à ballon. Enfin bon, avant il y avait 2 tailles et c'était simple. Maintenant, voilà, c'est 3 tailles qui amènent à rien de plus, quoi. Voilà, moi, enfin, ça n'a rien changé hormis à créer des choses plus compliquées. Voilà, un jeu de ballon, mais on les partage dans les clubs. Donc c'était simple avant d'avoir juste une cage de 5, une cage de 7 et maintenant bon il en faut. Enfin en plus moi je suis un club à Antibes où on a beaucoup de licenciés, donc il nous faut beaucoup de ballons, donc ça voilà c'est pas simple, c'est juste pas simple et je pense pas que ça a amené énormément. Voilà, tu as dit, moi ma fille fait le volley, les filets sont plus bas, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Moi j'avais fait une proposition à la Ligue Côte d'Azur à l'époque qui n'a pas été suivie, ben, c'était de baisser les paniers. Voilà, moi je sais que j'ai eu beaucoup de filles au collège en section sportive Fersen et avant les vacances, je baissais les paniers, elles se régalaient, elles faisaient tout pour attaquer le cercle, pour aller se matcher. Et je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de très spectaculaire parce que voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans le basket, le fait d'attaquer le cercle et de se matcher. Et je pense que les filles prennent beaucoup de plaisir, mais quand on adapte les paniers, voilà. Après, effectivement, c'est du matériel aussi adapté pour les collectivités, pour les villes. Tous les paniers ne sont pas équipés et ne peuvent pas se baisser de 3,05 à 2,80. Mais c'est peut-être quelque chose dans le futur. Alors, ça dérange peut-être. Moi, je sais que sur la Ligue Côte d'Azur, j'avais reçu une fin de non-recevoir, alors qu'on aurait pu faire quelque chose de nouveau, d'intéressant pour tout le monde et au moins laisser une année voir les filles jouer sur des 2,80 et voir ce qu'elles auraient été capables de faire. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Voilà. Je te vois rigoler, Anto, j'ai le même message que toi. J'ai vu Guillaume qui dit bonjour. Faut le supprimer, lui. Qui te dit quelle beauté. C'est pour ça que je te Quel voyais. enfoiré ce mec, je te jure. Maxence, Tu risques d'avoir tu risques d'avoir D'accord. tu risques d'avoir pas mal de messages comme ça parce que enfin, on est quand même une communauté je veux dire, il est à 80, en gros 80 clubs en France, mais c'est quand même, on se connaît plus ou moins tous, donc du coup ça va pas arrêter tout le long, tu risques d'avoir beaucoup de bêtises dans ce genre, monsieur le gendre. Mais c'est plutôt positif. Oui. Maxence, tu as un avis sur ce qui a été dit par Anne et Daniel? Ouais, bah, sur les ballons, c'est vrai. On peut même rajouter les ballons de 3-3 maintenant. Les ballons qui ont une taille 6 et un poids de 7. Voilà, c'est vrai que dans les clubs, ça devient la folie pour avoir des ballons. Nous, je vois, on coordonne ça avec la section sportive. On a mis en commun tout notre matos avec l'USO Basket. Voilà, les placards à ballons, ils sont monstrueux. Après, je voudrais revenir juste sur la mixité. Moi, je trouve ça génial parce que quand on, quand on imagine le nombre d'activités sportives actuellement qui sont mixtes, il n'y en a pas 50 000, que ce soit pour les valides ou les handis. Il y a l'Ultimate, cette activité de frisbee qui est foncièrement du Canada, etc., des États-Unis. Et puis, il y a le basket 3-3. Après, dans beaucoup d'activités, il n'y a pas de mixité. Je pense que c'est un enjeu sociétal majeur. Clairement, si on veut la parité homme-femme, à un moment donné, il faut être capable aussi de peut-être mettre les athlètes face à face et travailler ensemble et tout. Et je pense que c'est un enjeu de société. Et c'est super qu'en Andy, on ait cette capacité-là à mettre des filles et des garçons pour jouer ensemble. Je pense même qu'à certains moments, et d'ailleurs on le voit en basket valide, hein, en U13, il y a des équipes, des petits clubs. Nous jouons, on a des petits clubs à côté de chez nous qui font jouer des filles et des garçons en U13, et c'est super intéressant. Et après, ça se perd un peu. Et je pense qu'il y a un enjeu là-dessus aussi, peut-être de formation. Moi, j'avais proposé à un moment donné d'ouvrir sur des groupes U15 des activités, des entraînements mixtes sur des valides en U15, filles, garçons, mélangés, parce que je pense qu'on peut apprendre des uns et des autres. Et il y a quelque chose à creuser. Donc bravo pour Hollandi qui a intégré ça dans ses compétitions, parce que je pense que c'est super intéressant. Voilà. Tu vois ce que tu dis par rapport à la mixité.
On a eu justement ce débat-là la semaine passée avec nos intervenants sur la réelle différence entre le basket masculin et le basket féminin. Et justement, ils étaient plutôt enclins à ce que tu dis. Ils étaient plutôt complètement alignés avec il faudrait peut-être imaginer une certaine mixité sur le basket valide. Ouais. Alors, j'ai travaillé 2 années sur cette question-là pour le rectorat de l'Académie d'Amiens, sur la mixité. Alors, en EPS, c'était un domaine spécifique, mais ce qui en ressortait, voilà, c'était hyper riche, c'est que les filles, en fait, c'est des éponges. Et que derrière, culturellement, elles n'ont pas forcément une culture sportive comme on voit dans les quartiers où les garçons, ils sont sur les cities. Voilà, ils ont un habitus sportif qui est très développé. Mais les filles, si on leur envoie du contenu technique, bah, derrière, ça envoie vraiment fort. Flo, je sais que tu as encadré les filles, c'est pas à toi que je vais le dire. Voilà, moi j'en suis convaincu aussi. Et on arrive à des niveaux techniques. Certes, il y a des différences physiques, il faut pas les nier. Dans la préparation physique aussi, mais c'est hyper riche. Je pense réellement que c'est un des enjeux pour faire évoluer nos groupes, en valide en tout cas, c'est de les faire se côtoyer au quotidien. Ok. Est-ce que vous pensez enfin, quel type de joueur domine en basket fauteuil? Daniel? Ce sont les gros points. Voilà, c'est vrai on a 80% des top scoreurs qui sont des gens qui sont 4 points, 4 points et demi. On voit en France, hein, le top scorer, c'est Nabil Guedoun, il est 4 points. Le deuxième, c'est Nicolas Jouancer, il est 4 points et demi. Et c'est pareil au niveau européen. Après, il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Il y a des petits points qui sont très, très performants. Hein. Il y a Jamal qui joue à Badajoz, qui est un shooter extraordinaire, qui a un point, mais qui sort d'écran et qui est diabolique, quoi. Il est d'une adresse à 45 degrés et à 3 points, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, mais c'est vrai que quand même, la majorité des top scoreurs sont des gros points. Voilà, qui dit gros points, on va peut-être en parler un petit peu après avec les classifications. C'est des gens qui sont 4, 4,5, qui ont des abdos, qui sont capables de se pencher des deux côtés du fauteuil, de se pencher en arrière, de se pencher vers l'avant sans souci, et qui sont assis assez haut dans leur fauteuil. Donc ils ont cet avantage quand même de taille qui est très important. Et comme dans le basket valide, les gens de grande taille ont un avantage, même si c'est pas tout, mais ont un avantage encore peut-être plus flagrant, puisque au rebond, on ne peut pas sauter avec un fauteuil. D'ailleurs, c'est interdit, Anne ne me contredira pas. On peut pas lever les deux roues du sol, mais une ou l'autre. Donc, effectivement, l'envergure et la taille est primordiale en basket fauteuil. Anto? Ah bah je peux. Enfin, l'expérience que j'ai fait, je peux dire que je peux aller que dans le sens de Daniel. T'es gros points, t'es plus grand, t'as plus de capacité physique. Hein, attention, hein, qui dit gros points dit moins de handi, enfin moins de handicap. Du coup, ben t'es 4 points et demi, t'as les abdos, tu t'en sers. Ton collègue qui est un point qui est paraplégique, ben les abdos ça a été un peu compliqué pour lui. Donc surtout s'il est touché haut. Donc du coup, c'est vrai que en termes de volume de jeu développé, en termes de hauteur, parce que malgré tout, à un point, il faut commencer le handicap, donc il joue plus bas, et qui dit qu'il joue plus bas, bah, il n'est pas les mêmes hauteurs que toi. Donc c'est comme t'as pas cet effet de jump que tu as dans le valide, donc où même un petit est capable quand même d'aller gêner un gros en le montant, en étant avec une meilleure détente. Sur le handi, même ton un point, s'il veut se mettre sur une roue et tilter à côté de toi, si t'es vraiment grand, je prends Nico Jouancer, qui est quand même plutôt qui a plutôt des grands segments, qui est vraiment un grand joueur, bah, tu mets un petit point sur le dos, bah ouais, bah mec, qu'est-ce que tu vas faire, hein. Il arme, il tire, c'est 2 points, c'est au fond. Hein. Quand c'est à 2 points, souvent c'est un peu plus loin. Donc voilà. Et justement, par rapport à ça, Jérôme nous dit que Audrey Caillol, gros shooter de mots, 1.5. Ah ouais, mais 1 point et demi, Audrey, il est. Il y a des exceptions à la règle. C'est ça. C'est vrai, il y a bien 1 point et demi, 2 points, 2 points et demi. En France, on a quand même quelques bons shooters, comme par exemple Louis Ardouin aussi, qui est aussi du club de Meaux comme Audrey. Mais c'est vrai qu'Audrey, voilà quoi, il a un shoot qui est tellement particulier. Il vient du valide, il jouait quand même à haut niveau valide avant son accident, et il a un shoot d'une fluidité. Il peut shooter du milieu du terrain avec le même shoot que son shoot à 3 points. Il force pas, sa gestuelle, sa mécanique de shoot, elle est juste pour moi parfaite. Alors c'est vrai que voilà, donc des joueurs, c'est vrai qu'on va plus faire, je dirais, une fixette sur les
sur les gros points ou même au Canet. Enfin, Christophe Carlier, 3 points, il fait partie quand même des scoreurs, il est grand. En plus, il peut avoir un coussin plus haut parce qu'il est 3 points, donc ça c'est la classif. Mais voilà, c'est vrai que quand on est grand, les mismatchs, on peut rien faire contre un mismatch. Donc voilà. Alors justement, parlons de cette classification. Anne, tu peux nous détailler un petit peu et puis après Anthony et Daniel nous compléteront la réponse. Alors je vais essayer de faire une classique un petit peu globale, hein, on va pas trop. Oui. Donc il y a les joueurs, on va commencer par les joueurs valides qui sont 5 points, on en a parlé. Après, un joueur peut avoir un handicap minimum, donc il peut être 4,5. Donc ça peut faire partie des handicaps, je dirais un petit peu non visibles. Il peut être amputé sous les 2 tiers de la cuisse, par exemple, ou il peut avoir un souci de genou ou de cheville. On peut le voir marcher, pas spécialement boiter, mais en fait il est éligible s'il ne peut pas courir, sauter, pivoter. Donc ça, en gros, c'est les 4,5. Après, on peut être 4,5 si aussi on est double amputé et qu'on joue et par exemple, ces moignons, on les appuie sur une boîte. Ça veut dire qu'on a de l'appui comme si on avait nos pieds. Voilà. Les doubles amputés qui n'ont pas de boîte sont 4 points. Après, si on monte au-dessus des 2 tiers de la cuisse, si on est touché au-dessus des 2 tiers de la cuisse, on est 4 points. Et plus on va monter au niveau de la colonne, donc dès qu'on attaque le bassin, on est 3,5, 3 points. 2,5, 2 points et 1 point, on est paralysé au niveau des seins, donc on n'a pas du tout d'abdos. 1,5, on a une très très légère bande d'abdos et le handicap en fait se ressent dans le jeu. On va pas pouvoir, si on est 1 point, on ne peut pas aller chercher un ballon et se redresser tout seul. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on voit des joueurs qui utilisent des sangles abdominales. Ça leur permet de se replaquer au fauteuil tout seul. Ils s'étirent et ça les replaque. Voilà. Et donc les notions, on est classé sur un test kilo. On est classé sur dossier médical pour voir à peu près où se situe le souci, le pincement de la colonne, s'il y a un souci de colonne. Sinon après, oui, dossier médical. D'accord, Daniel, quelque chose à rajouter Oui, la classification est un vaste mystère au niveau mondial et européen. Voilà. Après, je suis pas médecin, mais moi, je constate sur le terrain des gens qui sont classifiés dans certains pays 3,5, mais enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est un vaste débat, mais c'est sûr nous, on a des classificateurs en France qui, je pense, sont très très performants. Mais ne font aucun cadeau aux joueurs, ne font aucun cadeau à l'équipe de France. J'affronte des Turcs, des Allemands, des Espagnols, des Italiens qui sont mais très très bien classés, quoi. L'histoire du demi-point est hyper important. Et bon, les classifications vont de demi-point en demi-point, comme l'a expliqué Anne. Et c'est vrai que on constate en Coupe d'Europe qu'il y a des joueurs on a du mal à déterminer des 2,5, des 2 points par moment quand on les voit descendre du fauteuil et se retrouver pour certains à marcher aussi bien que des 4 points, des 4 points et demi, quoi. Voilà, c'est très particulier. C'est très particulier. Maintenant, je pense que les gens qui font ça ont leur conscience professionnelle pour eux et le font en toute honnêteté. Voilà. Surtout les classificateurs français. Anthony? J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'être assistant coach avec Villefranche quand on est allé faire une Challenge Cup à l'époque. Quand tu vois l'équipe adverse qui arrive pour rejoindre Daniel, les gars, c'est des 1 point, ils sont quasiment aussi grands que tes 4 points à toi. Tu fais, attends, il y a un problème? Ben non, c'est comme ça. C'est très particulier, c'est très difficile la classification. C'est nous en France, alors pour dire à Daniel, nous on essaye de classer juste pour pas qu'il y ait de retocage au niveau international. Après, je crois que sur une des dernières Coupes d'Europe, il y a un club turc, 70% de l'équipe, un truc comme ça, s'est fait reclassifier parce qu'en fait, ils étaient sous-cotés. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut paraître injuste. Mais c'est vrai que ouais, c'est un grand souci. Et la première peur quand tu as des jeunes, c'est combien ils vont être classés. Parce que parfois, cette classification peut leur faire leur avenir. Donc, sur les championnats espoirs, c'est toujours un moment
délicat le moment de la classification. Mais après, c'est les règles du jeu et on doit s'y plier. Et c'est vrai, mais parfois c'est frustrant pour autant l'entourage que pour les coachs. C'est un grand et vaste débat et c'est très compliqué. Vas-y, Maxence. Ouais, j'avais une question moi justement sur ce système de classification. Est-ce qu'il y a une uniformisation quand vous êtes sur un match international? Vous voyez une équipe étrangère arriver, comme tu le disais là à l'instant, tu vois arriver des Golgoth en face. Est-ce que il y a une unification au niveau des classements, ou est-ce que sur des matchs comme ça reste des classifications nationales et on respecte ce qu'on fait les uns les autres? Et est-ce que, deuxième partie de la question, est-ce que lorsqu'il y a des grands tournois internationaux comme tu as pu faire, comme vous avez pu faire avec l'équipe de France au JO, il y a une instance qui vérifie tout ça avant que le tournoi débute? Alors, Voilà. d'un point de vue international en équipe de France, par exemple. Alors, en équipe de France, c'est très simple. Donc déjà, les joueurs ou joueuses 4,5 sont 4,5 en France. Par contre, eux, comme ils ont le handicap minimum, leur dossier doit être traduit en anglais, donc tout le dossier médical, donc tout ce qui est opération, les comptes rendus et tout traduit en anglais et envoyé à la classificatrice internationale pour valider si la joueuse peut l'être. On peut être 4,5 en France, mais le dossier peut ne pas passer en international. C'est déjà arrivé. Donc ça, déjà, c'est une chose. Après, quand on arrive sur la compétition, effectivement, on a des entraînements pour tester les salles, mais on a au coin du terrain, on a 2 personnes qui sont là pour surveiller. Donc les joueuses jouent avec des chasubles numérotées et donc les classificateurs regardent la carte parce qu'on a une carte de classification. Donc maintenant on n'a plus besoin de mettre les sondes. Ils voient combien la personne est classée et donc ils comparent. Ils regardent, ils comparent et pendant 1 heure ils font ça. Ils regardent l'équipe et voilà. Donc après on peut avoir des très bonnes nouvelles comme j'ai vu en 2013 où on présente Sandrella en 1,5 point, qui pour moi, voilà quoi, en France, 1,5 point, on présente et ils nous disent non, elle est 1 point, donc très bien, la joueuse elle est contente, le coach aussi parce que c'est souvent ce petit demi-point là, il nous embête chaque fois et c'est vrai que voilà, j'ai connu ça mais qu'une fois et c'est vrai que là, depuis 2 ans, là, il y a 3 joueuses françaises qui ont été classées au-dessus. Donc, de 2 points, elles sont passées 2,5. Et il y en a une, 1,5 est passé à 2. Et il y en a une de 2,5 est passée à 3. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je me mets à la place quand on est joueuse. C'est compliqué. Hein. On nous enlève un demi-point. Fatalement, on se dit, waouh, je peux avoir plus de temps de jeu. Je peux jouer avec telle et telle personne. Parce que c'est souvent des binômes qu'on fait. De temps en temps, on dit pour faire sortir une personne, on est obligé d'en sortir 2 pour faire des changements. Et c'est vrai que quand on perd un demi-point, on est plutôt content, mais par contre, quand on a un demi-point supplémentaire, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer et c'est vrai que c'est plus le joueur et bien sûr un peu sa carrière au basket fauteuil qui en pâtit. Bien sûr. Maxence, Anne a été dans ta réponse? Elle a été au top. Excellent alors. Faut pas trop le dire. On a une question d'un joueur de Kevin là en U13 qui nous demande à quoi servent les points et comment on s'en sert. Daniel? Vas-y, Daniel. Donc, les points servent à composer l'équipe. Voilà. On sait que en championnat de France, et en championnat d'Europe, on a un maximum de 14,5 à respecter. Après, l'histoire des abattements, on peut dépasser si on a des filles ou des jeunes joueurs de moins de 19 ans. Et cette règle, qui est une règle européenne, sera adaptée et appliquée l'année prochaine en championnat de France. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien, la simplification des règles. Anne disait tout à l'heure par rapport aux demi-points. Moi, j'ai eu des joueurs en Coupe d'Europe qui étaient 3,5 et qui étaient 3 points en championnat de France. Mais c'est complexe et c'est très compliqué à suivre pour les gens aussi.
Alors, quand on fait nos changements, effectivement, on fait nos changements et on doit toujours être au-dessous des 14,5. Alors, on peut jouer à 14, on peut jouer à 11, mais on peut pas dépasser. Si on dépasse dans le managera, c'est une faute technique qui est sifflée à l'entraîneur, puisque sur les tables de marque, il y a des vérificateurs qui regardent le nombre de points qui sont sur le terrain. Et effectivement, c'est une erreur dans le jeu et la faute incombe à l'entraîneur. Donc, c'est très important de ne pas se tromper quand on manage. Après, quand on revient à ce que disait Anne tout à l'heure, au niveau de la Coupe d'Europe, il y a des médecins classificateurs qui sont là, qui observent les joueurs. Par contre, il faut qu'ils soient deux pour changer une classification d'un joueur. Mais c'est vrai qu'il y a une vérification de toutes les cartes de classification avant la compétition et des fauteuils également. Après, ils nous embêtent plus du tout avec avant chaque match à vérifier la hauteur du fauteuil, etc. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi entre la championnat de France et la Coupe d'Europe, où on est toujours vérifié avec le petit centimètre. Voilà, c'est sûr qu'en Coupe d'Europe, c'est vérifié une fois et après on n'en parle plus. Mais voilà, ces médecins classificateurs, si vous avez un jeune joueur qui arrive pour la première fois, comme moi l'année dernière en Coupe d'Europe, eh bien, il sera classifié par le classificateur européen et c'est très important d'avoir une bonne classification à l'international et européen parce qu'après les classificateurs français reviennent pas là-dessus en général. Donc voilà, toute l'importance d'avoir une bonne classification. Et ces histoires de points font que voilà, des gens avec un handicap important, un point, jouent avec des gens qui ont l'handicap minimum ou valide en France. Des 5 points, donc c'est aussi se côtoyer sur un terrain avec des handicaps différents, c'est très intéressant. Anne, Anto, quelque chose à ajouter? La règle, enfin, dans l'idée, la règle des points, c'est pour qu'il y ait une certaine égalité sur le terrain. On part toujours de cette notion de l'égalité des chances à l'inégalité du résultat. Donc c'est à ça vraiment que servent, c'est à ça à la base que ça sert la classification. Donc c'est pour pas avoir 4 points sur le terrain face à 4 gars qui sont paraplégiques, quoi. Il y aurait aucune inégalité dans le jeu, même si tu prends Audrey, et personnellement, moi je me retrouve face à Audrey, caillole de mots, il me met la misère. T'en auras pas non plus 12 comme lui, quoi. Donc c'est aussi à ça que serve cette classification de points. Et puis comme dit Daniel, la mixité, c'est juste génial, quoi. Anne? Non, et je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai que pour être honnête, sur les compétitions internationales, on pourrait, quand on voit des choses vraiment très bizarres sur des classifs, pareil, on en revient. Moi, j'ai vu l'équipe turque 1,5 point marcher, ça m'a un petit peu piqué quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas se permettre d'aller voir les classificateurs en leur disant, écoutez, vous pouvez pas regarder de plus près. Parce que fatalement, voilà quoi, on a tous dans notre équipe des joueurs qui sont peut-être juste un petit peu limite 2 ou 2,5. Bon, ok, ils sont 2, ok, ils sont 2,5. Mais voilà quoi, c'est compliqué la classif. Et c'est vrai que je pense qu'en France, voilà, on a quand même eu Bernard Courbario qui a inventé la classification. Alors avant, elle était c'était 1, 2 ou 3 points, il n'y avait que 3 classes. Et après, ça s'est développé. Je pense qu'en France, on a des très bons classificateurs. Et je pense que une joueuse qui est bien classée en France, ouais, quand je vois les classifs qui changent, voilà. Je trouve que c'est toujours un peu dommage par rapport à la joueuse et aux joueurs. D'accord. Tout à l'heure, donc on va parler des règles maintenant. On va dire les règles qui sont un peu différentes du basket valide. Mais tout à l'heure, Daniel, tu parlais de fautes techniques quand tu mettais on va dire que le compte n'était pas bon. Est-ce que tu peux avoir 2 fautes techniques comme en basket valide et est-ce que tu es sanctionné de la même manière? Tout à fait. Les règles sont les mêmes. Il y a juste l'histoire du marché et de la reprise de dribble qui sont un peu différents et certaines règles spécifiques au fauteuil où je disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de décoller les 2 roues du sol, même si c'est un joueur qui tombe, il tombe avec le ballon, il y aura un coup de sifflet qui lui sera défavorable. La reprise de dribble n'existe pas, c'est-à-dire que on peut dribbler autant de fois qu'on veut, arrêter la balle, la poser sur les genoux, repousser 2 fois le fauteuil, redribbler. Voilà, ça c'est des différences qu'il y a avec le basket
avec le basket valide et l'histoire du marché, où pour nous, on fait un marché quand on fait plusieurs poussées, 3 poussées, quoi. Si on fait 2 poussées, c'est bon. On peut faire 2 poussées, un dribble, re-2 poussées, un dribble, et ça, c'est valable. Par contre, effectivement, si on fait 3 poussées sur les roues, il y aura un marché sifflé. Voilà. Sinon, les règles sont exactement les mêmes. Toutes les règles des secondes, les 3 secondes, les 8 secondes pour passer le milieu de terrain, les 24 secondes pour attaquer, les temps de jeu sont les mêmes. Voilà, vraiment, c'est exactement les règles du basket. Il y a rien qui change, hormis ces règles spécifiques au fauteuil. D'accord. Maxence, vas-y. Ouais, moi vous êtes 2 coachs là, et du coup je m'interrogeais sur l'aspect stratégique. Vous êtes tous passés par du valide et tout. Cet aspect classification entraîne forcément une mise en place, un plan de jeu stratégique avant le match, peut-être encore supérieur que quand on est sur du valide, puisque il y a l'aspect tactique quand même qui se déroule pendant le match où on va s'adapter à l'adversaire, etc. Là, j'ai l'impression que vous disiez tout à l'heure, vous prépariez un petit peu des duos, des sorties. Comment vous voyez les différences un petit peu entre ces 2 aspects? Et puis, est-ce que le rôle, si vous avez un assistant, est-ce que le rôle de l'assistant est encore différent que celui sur du valide? Anne, Daniel. Je commence. Alors, pour parler de l'assistanat, en équipe de France, j'étais assistant coach de Pascal Montet pendant 7 ans. Et c'est vrai qu'on avait un rôle. Alors déjà, on voyait vraiment le basket de la même façon, hein, donc voilà. Et c'est vrai que ouais, on avait beaucoup de communication et c'est vrai qu'on fonctionnait beaucoup par des binômes défensifs et des binômes offensifs. Après, c'est sûr que où ça peut coincer. Enfin, on valide un ailier, par exemple, on est coincé. Notre meneur, il a 5 fautes, il se blesse. On peut décaler un petit peu son ailier, il peut peut-être un petit peu prendre la main et tout. En handi, quand on a un point sur le côté, donc on va dire l'ailier, c'est compliqué pour lui de prendre la main. Donc c'est vrai que c'est souvent le cas où oui, c'est ce que je disais, pour faire sortir ou pour faire rentrer un joueur, et ben on en fait rentrer 2, on en fait sortir 2. Pour moi, ça fonctionne beaucoup en binôme. Après, le jeu est différent. On a des défenses qui sont différentes par rapport en valide. Je ne vous verrai pas défendre, par exemple, en ligne en valide, des choses comme ça. Par contre, on fait des presses, on fait des indices, on fait du chasse, on fait de la boîte. Donc, d'un point de vue stratégie, il y a bien l'avantage, la différence du basket fauteuil avec le valide, c'est que je peux bloquer un joueur légalement. En valide, je ne peux pas arriver devant un joueur et le bloquer comme ça. En handi, on peut le bloquer légalement. Voilà. Donc après, de là découlent des stratégies de surnombre. On peut créer un surnombre. C'est voilà, je viens d'encaisser un panier, je bloque un joueur. Quand je vais attaquer, quand ce joueur-là, je vais le lâcher et que je roule plus vite, je vais créer un surnombre. Je vais être 5, ils vont être 4 en défense. Voilà. Ce genre de petite stratégie. En valide, on l'a pas. Donc voilà. Après, la communication assistant coach, oui, elle est importante. Ça passe par du scouting, ça passe par des stats, par de l'analyse vidéo de sa propre équipe, des équipes adverses. Voilà. Ouais, c'est le même boulot. Ouais, c'est exactement le même boulot. Alors perso, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est scouting, stats. Alors pour moi, c'est pas primordial. C'est un outil pour travailler. Oui. Je me base pas que sur les stats non plus, mais c'est un bon outil et c'est vrai que personnellement, je dois regarder 4-5 matchs handi par semaine. Je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est bien, c'est que depuis, ça fait combien? 2 ans que les matchs de A sont filmés et à dispo pour tout le monde. Et ça, je pense que même en tant que joueur, plus les joueurs de n'importe quel niveau regarderont des matchs. Alors après, si on peut les aider en analysant les choses, en expliquant, c'est toujours mieux, mais rien que le fait de voir du handi-basket, des équipes différentes, le Canet a une stratégie de jeu différente, ça explose vite avec Alexis, voilà, il y a des équipes qui sont un petit peu plus sur du jeu placé. C'est hyper intéressant de voir des vidéos. Daniel?
Oui, il y a beaucoup de similitudes d'un point de vue tactique, voilà, au niveau défensif. C'est sûr qu'il y a une défense qui se fait pas du tout en valide, c'est la ligne, effectivement. Donc la ligne, c'est en gros, pour expliquer aux gens, c'est 5 joueurs qui sont en tête de raquette au niveau de la ligne des 3 points, légèrement au-dessus, suivant le danger de l'adversaire, assez haut, et qui vont bouger en fonction et essayer de tenir le plus longtemps possible. Ce qu'a dit Anne, donc on peut avoir des contacts fauteuil-fauteuil qui sont importants, et je vous garantis qu'un contact fauteuil-fauteuil, quand il est bien tenu, vous avez vu que ce sont pour la plupart des athlètes qui sont surdimensionnés en haut de corps, donc qui sont très puissants au niveau des épaules, biceps, triceps et avant-bras, et donc sortir d'un écran en basket fauteuil, c'est très très difficile. Donc sur les tactiques défensives, j'utilise la ligne. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très surpris quand je suis arrivé. Et après, comme je leur ai fait comprendre, et j'espère que c'est bien compris et de mieux en mieux avec mon équipe. C'est-à-dire que de l'homme à homme, c'est quand même la défense du basket. C'est un défi physique permanent. Et un joueur qui fait plus de 2 mètres sur son fauteuil quand il est assis, ça reste quelqu'un de très grand. Si on le tient sur un demi-terrain en zone défensive pour lui, qui passe pas le milieu de terrain, il viendra pas vous embêter sous le panier. Voilà, c'est sûr que ce sont des gros efforts, c'est très violent physiquement au niveau des bras, surtout sur l'Euroleague quand on enchaîne 2 matchs par jour, 2 matchs sans temps de jeu réduit. Physiquement, c'est très très dur, d'où l'intérêt d'avoir voilà son assistant qui est là, et surtout les kinés qui font un super travail. C'est vrai que c'est primordial pour remettre les gars en forme pour le deuxième match de la journée, surtout que de temps en temps on arrive à avoir qu'un match de repos entre 2 matchs, donc c'est physiquement très dur. Mais après, c'est sûr que les pressings, les zones press sont des choses qui sont moins fréquentes dans le basket fauteuil. Le surnombre est quelque chose qui arrive très vite et qui peut arriver très vite, et le number, hein, c'est sûr que c'est une chose qu'on voit fréquemment arriver sur du 4 contre 3, du 5 contre 4 en attaque, parce que le travail du fauteuil est primordial. Le travail des écrans tout terrain sur les joueurs de grande taille ou les joueurs les plus dangereux, c'est quelque chose de primordial. Il faut tenir 24 secondes. Et bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit fréquemment en championnat de France, avec des équipes qui ont des niveaux différents. En Coupe d'Europe, ça se voit moins, mais du pressing et de la presse, ce sont des choses qui rapportent, voilà, qui rapportent vraiment dans le basket. Maintenant, j'ai un assistant, Yann Clermidi, qui fait des stats. On fait pas assez de vidéos cannées parce qu'on n'est pas pro. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer, mais trouver du temps pour faire tout ça, même l'assistant quand on bosse, c'est compliqué. Il a aussi un rôle très important dans la gestion des incidents de jeu. Des crevaisons, parce on fait un sport mécanique, il y a des crevaisons, il y a des axes qui cassent, il y a des choses comme ça, des bavettes qui se détachent, il y a des petits incidents qui arrivent dans un match qui font qu'il faut réagir rapidement. On a un temps d'intervention pour réparer du matériel, mais qui n'est pas illimité. Donc effectivement, il y a toujours des sacs de roue de secours derrière, il y a des axes de secours, mais à un moment donné, il peut y avoir des fauteuils qui cassent carrément, où là, c'est la soudure, et donc le joueur ne peut plus évoluer, ou alors sur un autre fauteuil, mais qui n'est pas le sien. On en a parlé un petit peu au début, les fauteuils, c'est du sur-mesure, au centimètre près, au millimètre près pour certains, et c'est vrai que quand ça casse, c'est très très compliqué. Voilà. Maintenant, oui, moi, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes en basket fauteuil que j'avais en valide. Maintenant, petit à petit, j'essaie de leur amener voilà des zones un peu plus spécifiques. Hein. On a énormément de panoplies défensives en valide. On peut les appliquer. Alors, ils ont des références défensives qui font que les faire évoluer, c'est très difficile. Je passe énormément de temps et de salive à l'entraînement pour leur parler de la 2-1-2, de la 3-2. J'espère un jour arriver à de la 1-3-1. On fait des box, voilà, un minimum 2-2 ou ligne plus 1 en homme-homme. Voilà, mais c'est sûr qu'on peut amener plein de choses, et je suis persuadé que voilà, ces défenses feront encore évoluer notre basket fauteuil, amenant de la richesse, et le spectacle y gagnera. Voilà. Question pour Anthony. Pensez-vous que le passage au règlement IPCF est une bonne chose? Pourquoi pour moi? International Paralympique, je sais pas. Est-ce que le règlement IPC, en fait, je sais que depuis quelque temps, notamment au niveau des jeunes, ou même au niveau des clubs, on a tendance à souvent se dire ouais, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. On se commet. En fait, c'est bête à dire, mais on a un règlement international
qui est valable et qui est censé être notre règlement de référence. Donc, même si ça nous plaît pas, c'est pas pour avoir un discours lissé, mais va falloir s'y coller. Voilà. Donc en fait, on a un règlement international, on a une fédération internationale. C'est la fédération internationale qui décide. Voilà. Je sais que c'est pas souvent facile de dire parce qu'on va se retrouver lésé, mais il faut suivre la règle de cette fédération. On le voit à l'heure actuelle. Enfin, je pense que Guillaume fait référence à ça. Là, les classifications, notamment en France. Les classifications basket de l'IWBF, qui est l'international, qui est la Fédération internationale de basket fauteuil, ne correspond plus depuis assez apparemment longtemps à la volonté de l'IPCF, et du coup on s'est fait retoquer. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr d'avoir le basket fauteuil sur Paris 2024. Déjà Tokyo c'était limite, il y a une nouvelle classification, et Paris 2024 c'est loin d'être gagné, donc voilà. Voilà pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est une règle internationale. Voilà. Je sais qu'on pourrait en parler des heures, mais on va passer à la dernière question. Quelle est la plus belle expérience ou votre expérience qui vous a le plus marqué dans le basket fauteuil? Maxence, je te laisse démarrer. Ouais, bah écoute, c'est ma rencontre avec le comité Andy où j'ai pu voir et tester moi-même. Monter dans un fauteuil, je pense que c'est fondamental quand on est valide pour se rendre compte de ce que c'est. C'est assez troublant dans un premier temps et en même temps c'est hyper intéressant. Et puis après, je l'ai vu pratiquer mes élèves, donc sous l'égide d'Assen et des gens du comité Andy. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Je pense que c'est quelque chose faudrait que chaque passionné de basket vive à un moment donné ou à un autre. Je me souviens de fêtes du mini-basket organisées en Dromardèche avec des fauteuils Andy où j'ai vu mes gamines, moi, dans les fauteuils s'éclater et découvrir ça. Et je pense que plus on démarrera jeune, plus on pourra créer des vocations. Peut-être des gens qui vont se dire tiens, pourquoi pas s'orienter vers ça, et puis faire découvrir ce monde-là et amener de la tolérance aussi. Je pense que c'est important aussi parce que nous jouons dans le milieu, on parle de sport adapté, de choses comme ça, c'est encore différent, mais voilà, il y a cette idée de tolérance qui est fondamentale et de vivre ensemble qui est aussi fondamentale pour moi. Voilà. Anthony? Tu veux laquelle? Celle de joueur ou celle de coach? Parce que j'ai les deux casquettes. Écoute, sincèrement, donne tes deux expériences. Hein. Celle de coach, de toute façon, c'est le titre d'il y a 2 ans à Fontainebleau avec mes jeunes. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu 2 titres de champion de France. Il y en a un que j'étais assistant coach de Stephen Kane, qui est à l'heure actuelle dans l'équipe, qui est assistant coach de l'équipe de Grande-Bretagne. Non, il est coach féminine. Coach féminine maintenant, il change tout le temps de façon style, on a l'habitude. Et donc là, c'était une chose, mais en tant que head coach, en tant que coach principal, le titre d'il y a 2 ans, avec une génération que j'ai vu grandir. Et vraiment, c'est-à-dire que j'ai des gamins qui sont arrivés, ils avaient 9 ans dans la sélection. J'en ai pris, ils étaient tout petits. Et c'est un accomplissement, quoi. Ça, c'est irremplaçable. Former des jeunes, les détecter, après qu'ils partent au pôle, parce que j'ai eu la chance qu'il y en ait qui partent au pôle, ça a été une de mes vraiment des plus belles expériences, quoi. Après, en tant que joueur, la plus belle expérience, c'est pour moi, les plus belles expériences, c'est même pas auprès des clubs dans lesquels j'ai joué, c'est à chaque fois, enfin, si, il y en a une. En 2000, c'est quelle année? 2012, Londres, hein. Oui. On organise à Guiran comment ça s'appelle? Le stage féminin. C'est ça, le stage féminin. Et pour un joueur qui est passionné de handi, hein, même si moi je suis valide, mais voilà, pour moi j'ai toujours été là-dedans. Quand tu joues face à une équipe de France, déjà tu joues face à ton drapeau, c'est quelque chose. Mais la Marseillaise du match quand tu joues contre les filles, c'est vraiment un beau moment pour un joueur, quoi. Voilà. Nickel. Daniel? C'est la première saison que j'ai passée avec les Hornets et la cerise sur le gâteau, c'est gagner la Coupe de France à l'Accor Arena contre hier, nos ennemis intimes et adorés. Et de +1 après prolongation, voilà, c'était une belle image du basket fauteuil. Je pense qu'on a donné ce jour-là un vrai match avec un vrai enjeu, avec des compétiteurs hors pair. D'un côté,
Nabil Guedoun et de l'autre côté Nicolas Jouancer qui se sont tirés une bourre pas possible avec un Jouancer endormi en première mi-temps qui me croise dans le vestiaire, on a des mots tendres et qui revient et qui est extraordinaire et qui vient chercher une prolongation. On craque pas en prolongation. Voilà, c'était une belle expérience dans une salle extraordinaire qui est faite pour le basket, qui est faite pour la famille basket. Et là, je rebondis toujours là-dessus, mais c'est sûr que cette Coupe de France, même si j'aime l'organiser en Antibes, à l'Azur Arena, qui est une très belle salle, pour le basket fauteuil, ça mérite d'être à Paris, ça mérite d'être à l'Accor Arena. C'est pour les joueurs une vraie reconnaissance. Avec du public parce qu'il y avait une belle finale féminine de N2 derrière, donc la fin de match il y avait 6000 personnes, même si dans une salle de 15 000 ça fait un peu vide pour les mauvaises langues, mais 6000 personnes qui viennent voir du basket fauteuil. J'ai vu que la finale de Barcelone aux Jeux paralympiques en 92, il y avait 18 000 personnes dans une salle, donc on peut attirer du monde. Voilà. Et ça reste mon meilleur souvenir en basket fauteuil, même si derrière il y en a des beaux, puisqu'on a gagné des titres avec les Hornets, des Coupes d'Europe et des titres de champion de France et trophées des champions, mais je crois que la première reste toujours la plus belle. Voilà. Et on termine avec Anne. Alors moi, c'est pareil, c'est pas facile à choisir. Moi, je vais plus parler de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont vraiment fait grandir. Donc, d'un point de vue arbitrage, la première personne qui m'a formée sur un stage, c'est Denis Quin, qui a posé des questions. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, ça serait Denis. Après, quand je suis arrivée à Fort Saint-Étienne, j'ai rencontré Pascal Montet, mais aussi André Chauve, qui a eu la belle médaille des championnats du monde. La très jolie en 80, qui m'a aussi beaucoup appris. Après, j'ai joué quand même pendant 6 ans avec l'équipe régionale féminine. Et en 2008, on gagne la Coupe de France féminine. On est championne en 2008. C'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Donc, je rebondis sur Jérôme en disant que la dernière Coupe de France féminine a été faite en 2010 à Clichy. Et puis après, les entraîneurs que j'ai côtoyés en équipe de France, donc Malika Bess qui coach Le Puy. Après Franck Belen qui est avec l'équipe nationale espagnole et qui coach Gennevilliers. Et puis bien sûr Pascal Montet avec qui on a fait un binôme coach assistant coach pendant 7 ans. Bien sûr les jeux quoi, les jeux. Donc que ça soit aussi bien Londres que Rio, c'était magique. Et puis toutes les joueuses. Voilà. Les 2 premières joueuses qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier, c'est Perrine Coste et Indy Ménard. Et puis voilà quoi. Et après toutes les autres qui sont arrivées, qui m'ont laissé les entraîner un petit peu plus là sur les dernières années. Voilà. D'accord. Et bien avant de passer aux remerciements, et sincèrement, il peut y en avoir parce que c'était un échange qui était vraiment constructif. Je vous donne juste le prochain live, le 27 mai à 17h. Pardon. On aura Julie Barren, coach de Basketland au niveau Ligue féminine. On aura notre ami Stéphane Lett, qui lui est sur Landerneau Basket en Ligue féminine. On aura David Morabito, que Daniel connaît très bien, qui lui est sur Blois actuellement. Et on aura Laura Roche qui est sur Saint-Égrève en Isère. Et on aura notre deuxième vainqueur du dernier live, qui est Christophe Poncharo, qui sera également avec nous la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. pour votre temps passé. J'espère que ça t'a plu, Maxence. En tout cas, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Flo, c'était cool. C'était cool que vous soyez